Boa tarde a todos. Peço a todos meus irmãos angolanos. Avec Digital Momo. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'Afrique. Jacob Zuma sera mis en examen pour fraude et corruption. Cette décision du parquet général sud-africain intervient un mois après le départ forcé de l'ancien président. Jacob Zuma est soupçonné d'avoir touché des pots de vin pour un contrat d'armement signé en 1999. Il avait jusqu'ici réussi à éviter les poursuites. Que faire contre les filières de passeurs à Niamey? Un sommet a réuni aujourd'hui les deux parties concernées, les pays de départ et les pays d'arrivée des migrants. Les représentants de 9 États africains et 4 États européens se sont engagés à agir en amont et à mieux coordonner leurs efforts. 37 500 $ par mois, c'est la somme allouée aux sénateurs nigérians pour leurs frais. Ce chiffre a été divulgué par l'un des premiers concernés, un membre du Sénat. Et cette révélation a provoqué un scandale dans le pays où 70% des habitants vivent avec moins de 2 $ par jour selon l'ONU. Il y a à peine un mois, Jacob Zuma démissionnait, poussé vers la sortie par son propre parti. La justice sud-africaine n'a pas tardé à le rattraper. Le parquet général a annoncé que l'ancien président serait poursuivi pour fraude et corruption, une affaire qui concerne un contrat d'armement signé en 1999. Au Cap, les précisions de notre correspondante Caroline Dumais. Il aura fallu plus de 10 ans pour en arriver là, pour que les chefs d'inculpation qui avaient été établis en 2007 soient réinstaurés. Jacob Zuma est désormais un citoyen comme les autres. Il devra s'asseoir sur les bancs de la justice et répondre aux accusations de corruption, de fraude, de racket et de blanchiment d'argent. Ces accusations sont liées au contrat d'armement de 1999, quand la nouvelle Afrique du Sud renouvelait son matériel militaire. Il y a 783 paiements douteux sur le compte de Jacob Zuma, dont un paiement d'1 demi-million de rand à la société française Thales. Ce sont des accusations très sérieuses, puisqu'à l'époque, son conseiller financier Chabir Cheikh avait écopé de 15 ans de prison. Alors voilà, reste à savoir combien de temps ce nouveau procès va prendre. C'est une affaire qui tient en haleine l'Afrique du Sud depuis des années. Jacob Zuma sera finalement bien jugé pour corruption. Il est soupçonné d'avoir accepté des pots de vin de la société française d'armement et d'électronique Thales. Le contrat remonte à 1999. Lucille Wasserman. 2018 n'est décidément pas une bonne année pour Jacob Zuma. Ce vendredi, le procureur général d'Afrique du Sud a annoncé sa décision. L'ancien président sera poursuivi pour corruption. Après examen de la question, je suis d'avis qu'il y a des chances raisonnables pour que M. Zuma soit poursuivi avec succès pour les chefs d'accusation énumérés dans l'acte d'accusation. Des faits qui remontent à la fin des années 90. Jacob Zuma est alors vice-président du parti au pouvoir et il est une première fois accusé d'avoir accepté des pots de vin dans le cadre d'un contrat d'armement public avec des sociétés étrangères. Des charges de corruption, fraude et racket, finalement abandonnées en 2009 pour vice de procédure, la veille de l'élection présidentielle. Mais la saga politico-judiciaire ne s'arrête pas là, car l'affaire n'est qu'une tache d'huile au milieu de nombreux autres dossiers dans lesquels le nom de Jacob Zuma apparaît. En 2016, il est notamment accusé d'avoir pioché dans les fonds publics pour rénover sa propre maison. Et plus récemment encore, l'ancien président faisait son apparition dans l'affaire Gupta, du nom de la très controversée famille d'hommes d'affaires, soupçonnés d'avoir également détourné de l'argent public. Des soupçons de corruption généralisée qui se sont d'ailleurs soldés en février par la démission à la présidence du principal accusé. Ce vendredi à Niamey, les représentants de 9 États africains et 4 États européens étaient réunis pour discuter des moyens pour mieux coordonner leurs efforts. Écoutez Tieman Hubert Koulibaly, le ministre malien des Affaires étrangères. Les participants ont convenu d'engager ensemble les actions suivantes. 1. Renforcer les cadres législatifs nationaux en matière de lutte contre le trafic illicite et la traite des êtres humains. Renforcer les capacités techniques et matérielles des forces de défense et de sécurité en charge de la lutte contre le trafic illicite
et la traite des personnes dans les pays d'origine et de transit. 4. Renforcer la coopération judiciaire. Et ne manquez pas ce soir sur France 24 l'interview de Gérard Collomb, le ministre français de l'Intérieur, un entretien réalisé à Niamey par Roselyne Fèvre. Le Burundi traverse la petite saison des pluies. Les précipitations ont provoqué un glissement de terrain à Gasseni. Un pan entier de la colline surplombant la rivière du même nom s'est écroulé sur un chantier d'aménagement des berges. Au moins 9 ouvriers ont été tués. Le ministre des Travaux publics s'est rendu sur place. On écoute. Nous sommes sur ce chantier, c'est la rivière Gasseni, où il y a eu un glissement de terrain ce matin. Et provisoirement, on nous a appris qu'il y a 9 morts, 9 qui ont été emportés par le glissement. On a déjà découvert 2 corps, de personnes qui sont mortes, et un autre blessé qui a été évacué à l'hôpital. C'est un accident qui arrive souvent sur le chantier, mais nous avons pris les précautions nécessaires d'assurer le chantier. Donc l'assurance va travailler avec l'entreprise, avec les familles pour pouvoir indemniser les victimes. Et puis toujours au Burundi, 740 détenus ont été libérés. La plupart d'entre eux étaient des prisonniers politiques. La ministre de la Justice affirme qu'il s'agit d'une grâce présidentielle accordée lors des vœux de fin d'année. Des milliers de Burundais avaient été arrêtés après les manifestations d'avril et mai 2015, des manifestations contre le président Pierre Nkurunziza qui briguait un 3e mandat. Le Zimbabwe a tourné la page Mugabe. C'est la réponse brève mais cinglante du président Emerson Mnangagwa à l'ancien président zimbabwéen. Très discret depuis qu'il a dû quitter le pouvoir en novembre dernier, Robert Mugabe est sorti de son silence jeudi. Lors d'un entretien télévisé, il a affirmé avoir été victime d'un coup d'État militaire, accusant son successeur d'avoir trahi toute la nation. Pour Shehu Sani, c'est une question de morale. Ce sénateur nigérian vient de révéler qu'en plus de leur salaire, lui et ses collègues touchaient 37 500 $ par mois pour couvrir leurs frais. Selon l'ONU, 70% des Nigérians vivent avec au moins 2 $ par jour seulement. Charlie Sidbon. Combien gagnent les parlementaires au Nigeria? Depuis des années, des rumeurs couraient à ce sujet. Cette semaine, la somme a été révélée par un sénateur. En plus de leur salaire équivalent à 2 000 $, les sénateurs reçoivent 37 500 $ pour leurs frais divers. Combien gagnent la plupart des Nigérians? 50 $ par mois. Nos leaders ne pensent pas aux pauvres et aux moyens de les aider. Nous ne travaillons pas dans la rue pour le plaisir, mais pour survivre. Ces sommes sont scandaleuses. Ils ne sont pas supposés gagner autant d'argent, alors que leurs électeurs peinent pour survivre. L'écart entre élus et le reste de la population choque. Les sommes dépensées aussi. Certains sont d'autant plus en colère qu'ils estiment que les élus ne font pas leur travail. Selon le sénateur qui a révélé l'affaire, les salaires extravagants ont attiré au Parlement des personnes qui n'ont souvent que peu d'intérêt pour le travail législatif. Je pense que si on distribuait moins d'argent, le Parlement n'aurait plus d'attrait pour les personnes qui finalement n'ont rien à apporter. Faut-il revoir les règles? Ouvrir une enquête? Sur Twitter, les citoyens postent les numéros des élus. Appelez-les, disent-ils, pour leur demander des comptes. En Centrafrique, les membres de la LRA ne seraient plus qu'une centaine, mais ils sèment toujours la terreur au sein de la population. À Obo, dans le sud-est du pays, les miliciens se livrent régulièrement à des enlèvements. Reportage de nos confrères de l'AFP. Comme chaque matin, Joseph enfourche sa moto pour se rendre à son champ à 5 km d'Obo, à l'extrême sud-est de la Centrafrique. Avant, il n'osait plus partir en brousse, de peur de se faire enlever par la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, créée en 1988 en Ouganda par Joseph Kony. Traqué depuis 2011 par 2000 soldats ougandais, appuyé par une centaine de militaires américains basés à Obo, le groupe ne compte plus que 200 membres, contre des milliers avant 2011. Depuis 2008 que nous sommes dans l'inquiétude par rapport aux attaques des LRA qui nous menacent souvent. Et ils continuent à nous menacer.
Même si la LRA est fortement affaiblie, depuis le début du retrait des troupes américaines en avril 2017, le groupe a tué 9 civils et en a enlevé 129 autres en Centrafrique, selon le LRA Crisis Tracker, un site géré par l'ONG Invisible Children qui recense les attaques du groupe. Dans la seule ville d'Obo, les victimes récentes se comptent par dizaines et le mode opératoire du groupe reste le même. Patrick, 30 ans, est un ancien combattant de la LRA. Il a fait défection avec sa femme qu'il avait enlevée lors d'une rafle dans un village centrafricain. J'ai été enlevé à l'âge de 15 ans. On m'a amené au Congo, au Soudan du Sud, au Tchad, au Darfour. Notre mission n'était que de protéger le chef, de piller et de revendre ce qu'on avait pillé. Dès que les Américains nous voyaient, ils nous tiraient dessus. Alors du coup, on enlevait d'autres enfants en brousse pour en faire des soldats. Comme Patrick, de nombreux combattants ont fait défection ou ont été tués. Mais depuis le départ des Américains, le territoire centrafricain semble être devenu un refuge pour le reste des troupes de la LRA, aujourd'hui divisé en 3 groupes, dont 2 sont encore sous les ordres du créateur du mouvement, Joseph Kony. Il y a quand même continuellement des enlèvements, principalement d'enfants garçons, et qui sont ensuite entraînés par ces groupes-là et qui deviennent des combattants. Il y a une nouvelle génération qui est composée principalement aujourd'hui de Centrafricains. Si le groupe est en déclin, il reste tout de même une menace pour les Centrafricains. Imaginez une machine qui ressemble à un distributeur de billets mais qui, après un contrôle d'identité, vous délivre les médicaments dont vous avez besoin. L'un de ces appareils a été installé dans une banlieue de Johannesburg pour désengorger les hôpitaux. Nicolas Germain. C'est une première sur le continent africain, un distributeur de médicaments. Les patients qui ont besoin d'un conseil peuvent appeler des pharmaciens basés dans un centre d'appel. Puis ils scannent leur carte d'identité, tapent un code et le médicament arrive. On gagne du temps ici au lieu de faire la queue. Quand on attend longtemps à l'hôpital, on est pris de vertige car on est malade. Ici, on tape son code, on reçoit les médicaments et on rentre à la maison. L'objectif est de diminuer les files d'attente dans les hôpitaux, notamment pour les séropositifs. L'Afrique du Sud est l'un des pays où l'épidémie fait le plus de ravages. Beaucoup prennent des traitements antirétroviraux. Batandwa est séropositive. Pour elle, le distributeur de médicaments représente un réel progrès. Ça a vraiment changé ma vie, car maintenant je n'ai plus le stress d'arriver trop tard pour récupérer mes médicaments. J'ai plus de temps libre pour chercher du travail. Il faut plus de distributeurs comme ça. Les hôpitaux sont trop loin d'ici. Le premier distributeur a été placé dans un quartier pauvre de Johannesburg. Les patients sud-africains espèrent désormais que beaucoup d'autres seront installés à travers le pays. À Miami, un pont en construction s'est effondré sur une autoroute. Il devait relier à terme l'Université internationale de Floride au bâtiment où logent les étudiants. L'accident a fait au moins 6 morts. Serine Bay. Des secours qui tentent encore d'extraire des automobilistes, prisonniers des décombres. Ce jeudi à Miami, plusieurs conducteurs ont été pris au piège après l'effondrement de ce pont piétonnier, encore en construction, qui s'est écrasé sur une autoroute à 6 voies. J'étais dans ma voiture devant le pont, j'attendais que le feu passe au vert. Je l'ai vu s'effondrer. Je n'ai rien entendu parce que mes fenêtres étaient fermées, mais j'ai tout vu. Je l'ai vu écraser une rangée de voitures. Je ne pense pas que quelqu'un ait pu survivre à ça. Plusieurs témoins ont immédiatement tenté d'intervenir avant l'arrivée des secours. Nous avons essayé de faire sortir des gens, mais ils étaient tous coincés. J'ai vu 2 ouvriers tomber d'une grue. C'était vraiment horrible, un désastre. Une partie du pont ne s'est pas effondrée et les secours restent inquiets quant à sa solidité, ce qui a compliqué leur tâche lors des évacuations. Cette structure de 100 mètres et 950 tonnes devait permettre de relier l'Université internationale de Floride au dortoir des étudiants. Elle allait être ouverte au public dès 2019. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Boa tarde a todos. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Formação.